Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Louis. Je crois que tu vas nous parler aujourd'hui de Jacques Bouvresse, un philosophe disparu en 2021. Pourquoi souhaites-tu l'évoquer ? Jacques Bouvresse n'était pas un girardien, mais par moments, il semble employer les lunettes Girard pour interpréter certains phénomènes. Jacques Bouvresse s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il était né en 1941. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, il mena une brillante carrière universitaire. Panthéon-Sorbonne, CNRS, Université de Genève, Collège de France. Il publia une quarantaine d'ouvrages. Il ne s'agit pas ici de donner une idée de sa pensée, mais de jeter un coup d'œil sur ses liens avec celle de René Girard. A priori, peu de choses à en dire. Jacques Bouvresse ne s'était pas emparé de la théorie mimétique, si ce n'est qu'il connaissait bien le premier livre de Girard, Mensonges romantiques et vérités romanesques, selon le témoignage de Benoît Chantre. Un colloque Girard-Bourdieu, organisé par l'Université d'Aix-Marseille en 2014, est l'une des rares traces de ces liens. Jacques Bouvresse étant en l'occurrence membre du comité scientifique. Jacques Bouvresse est cependant proche des lunettes Girard lorsqu'il prend position en faveur de Jean Bricmont et Alain Sokal dans l'affaire dite « Affaire Sokal ». Cette prise de position donne lieu aux analyses de son petit livre publié en 1999, Prodige et vertige de l'analogie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Sokal ? En 1996, Alain Sokal se livra à un canular en publiant un article dénué de sens mais farci d'une terminologie pseudo-scientifique. Il entendait ainsi critiquer l'emploi abusif de notions des sciences dures dans la sphère des sciences humaines. Dans la foulée, il publia l'année suivante, en collaboration avec Jean Bricmont, Imposture intellectuelle, un livre dans lequel les mêmes dérives sont dénoncées, non plus sous forme parodique, mais par des analyses détaillées. Cet ouvrage déclencha un tollé. De nombreux articles accablèrent les deux auteurs. Jacques Bouvresse fut l'un des rares à prendre leur défense au sein de l'intelligentsia, et non seulement à prendre leur défense, mais aussi à durcir leur thèse. Pourquoi ces polémiques ? Leur origine réside dans le prestige immense attaché aux sciences dites dures dans la première partie du XXe siècle. Ondes électromagnétiques, radioactivité, théorie de la relativité, mécanique quantique, Big Bang, etc. Tant par leurs applications pratiques que par leur complexité intrinsèque, toutes ces découvertes impressionnent. Et le summum de l'intelligence humaine est désormais incarné par un physicien, Einstein, et non plus par un philosophe ou un éclectique, tel que Léonard de Vinci ou Leibniz. Ce prestige inspire alors aux philosophes de l'après-guerre l'idée d'utiliser pour les sciences humaines les méthodes qui ont produit des résultats si remarquables. C'est le structuralisme. Les objets en eux-mêmes importent moins que les relations qui les associent, et ces systèmes de relations vont être étudiés avec les outils et concepts des sciences dures. Ainsi, Claude Lévi-Strauss analyse-t-il les liens de parenté à l'aide de notions mathématiques. L'approche séduit et fait des émules. Pierre Boulez, par exemple, affirme la supériorité de la musique sérielle en identifiant l'espace sonore à un groupe commutatif au sens mathématique du terme.
Où est Gérard dans tout cela? C'est que les sciences humaines imitent les sciences dures. C'est une forme de mimétisme. C'est aussi un mimétisme honnête. Lévi-Strauss demande l'aide du mathématicien André Weil pour s'assurer d'un emploi rigoureux des concepts mathématiques. Mais avec les penseurs de la génération suivante, si le mimétisme reste, la rigueur disparaît. Les concepts scientifiques sont employés de façon approximative, exploitant des analogies superficielles, floues et vagues. Les auteurs cherchent toujours à se parer du prestige des sciences dures, mais sans l'effort d'en assimiler les méthodes et de les employer de façon scrupuleuse. C'est précisément cela que dénonce Alain Sokal. Et Jacques Bouvresse renchérit. Dans leurs ouvrages, ils dénoncent un véritable florilège d'impostures. Le machisme serait expliqué par la mécanique des fluides, le fait religieux par le théorème de Gödel, les névroses par la géométrie du tor. Le tor est un tube refermé sur lui-même. Et les guerres par les espaces non euclidiens. Des phrases obscures et compliquées font office de démonstration, des juxtapositions tiennent lieu de raisonnement, et des coqs à l'âne sont portés au rang de révélation. Sokal et Bouvresse ont des mots très durs pour ces manières de faire. Imposture, grande truanderie. Jacques Bouvresse emploie également le terme de singer. Voilà un mot qui colle parfaitement avec la théorie de René Girard. Oui, et nous la retrouvons avec un autre exemple. Jacques Bouvresse constate que les modes philosophiques récentes, ce qu'on appelle la mouvance postmoderne et l'idéologie de la déconstruction, remettent en cause jusqu'aux notions d'objectivité, de réalité et de vérité. Voici donc le règne du relativisme. Or, ces notions, objectivité, réalité et vérité, sont les fondements mêmes de l'approche des sciences dures. C'est donc en prétendant s'adosser à celles-ci, en fait en les singeant, que le mouvement postmoderne démolit au contraire, sans s'en rendre compte, la source même de leur réussite. As-tu un exemple à nous donner? Jacques Bouvresse illustre cela dans un chapitre consacré au théorème de Gödel. Ce théorème, publié par Kurt Gödel en 1931, concerne les systèmes formels, c'est-à-dire les modèles mathématiques, comme la théorie des ensembles. Ce théorème démontre que tout système formel contient des énoncés indécidables. Ce théorème clôt ainsi une vieille question. Les mathématiques peuvent-elles prouver par elles-mêmes leur propre cohérence? Et Gödel apporte donc une réponse négative. C'est un succès, puisque c'est la réponse à une question, et que cette réponse donne les limites d'un outil. Mais les penseurs de la postmodernité ont trépigné de joie devant ce théorème. Ils s'en sont prévalus pour affirmer que tout était indécidable. Et de ce fait, tout dépend du désir de chacun, ce qui est la définition même du relativisme. Ce faisant, ils ont allègrement oublié deux choses. D'abord, que si un système formel contient des propositions indécidables, toutes ne le sont pas nécessairement. Et ensuite, que ni les langages naturels, ni les phénomènes sociaux ne sont des systèmes formels. L'analyse de Jacques Bouvresse peut se formuler ainsi. La mouvance postmoderne est fascinée par les sciences dures, elle en imite la manière de s'exprimer, elle s'approprie son apparence, mais elle en détruit les fondements et prétend prendre sa place en imposant le relativisme. Il ne s'agit ni plus ni moins que de rivalité mimétique. Jacques Bouvresse n'y met pas les mots, mais la chose y est. Rivalité mimétique, c'est bien du Girard. C'est peu dire que le livre de Sokal et Bricmont a été fraîchement accueilli. Mais les réactions négatives n'ont pas porté sur l'objet de leur critique, à savoir le mauvais usage de concepts empruntés aux sciences dures. Elles ont porté sur les auteurs eux-mêmes, qui ont été personnellement attaqués. Toute une gamme a été récitée depuis leur insuffisance intellectuelle, leur incompétence dans le champ philosophique, leur manque de discernement de la dimension métaphorique dans l'utilisation des concepts, leur scientisme arrogant,
leur volonté de dévaluer la pensée, leur posture de chien de garde, jusqu'à l'accusation d'incarner la police de la pensée. Jacques Bouvresse relève une quasi-unanimité de l'intelligentsia, y compris chez des auteurs non cités par Sokal, comme Alain Badiou, ou assez distanciés par rapport au postmodernisme, comme Alain Finkielkraut ou Roger Poldroy. Jacques Bouvresse note le paradoxe de voir une communauté intellectuelle se plaindre d'être victime d'une police de la pensée, alors que cette même communauté est omniprésente, révérée dans les médias comme à l'Académie, et donne le ton, celui du relativisme, dans toutes les disciplines. Ce que décrit Jacques Bouvresse n'est-il pas une expulsion, l'expulsion hors de la République des lettres d'un bouc émissaire, accusé de tout pour éviter d'avoir à se remettre en cause? Nous retrouvons donc encore une fois Girard. Exactement. Le livre de Jacques Bouvresse, prodige et vertige de l'analogie, s'achève ensuite sur l'idée que la pensée, sans la liberté de critiquer, n'est plus vraiment elle-même. Une considération somme toute classique, mais dont le rappel en les circonstances est à l'honneur de Jacques Bouvresse. C'est un bel hommage. Merci aux auditeurs de leur écoute. Au revoir Jean-Louis. Au revoir Catherine.